Saviez-vous que le château de Versailles est à la fois ancienne résidence royale, musée de l'histoire de France et monument au service de la République française et de sa diplomatie? Je suis Marianne et je représente la République française depuis 1792. Vous avez déjà dû me voir sur des timbres ou des pièces de monnaie. J'ai également ma place au château de Versailles. Je garde un œil sur lui. Mon portrait a été peint par Antoine-Jean Gros en 1795. Le château a traversé au fil des siècles différents régimes politiques pour demeurer encore aujourd'hui un emblème de pouvoir. La République fait partie de son histoire. Je vous invite à me suivre pour découvrir ces moments clés. Allons-y! Versailles offre à la politique et à la diplomatie française un cadre intemporel, où l'histoire, l'art et la puissance nationale s'accordent. En 1789, la crise nationale à l'origine de la Révolution française se caractérise par l'affaiblissement de la monarchie et par une remise en question des structures de la société. Le 20 juin, à l'occasion de la réunion des États généraux à Versailles, le tiers-État se sépare des autres ordres que sont la noblesse et le clergé. Il se réunit à part et prête le serment dit du jeu de paume. À l'été 1789, l'Assemblée nationale constituante rédige la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et transmet la souveraineté du roi à la nation. Le 21 septembre 1792, la monarchie est abolie et la première République française est déclarée. Nous y voilà. Elle sera représentée sous les traits d'une femme vêtue à l'antique, debout, tenant de la main droite une pique surmontée du bonnet phrygien. Moi, Marianne, j'incarne l'unité du peuple français et symbolise la liberté. Je suis ce qu'on appelle une allégorie. Après le départ de Louis XVI, le château de Versailles cesse pour toujours d'être une résidence royale. Il devient partiellement un musée dès 1797. Les grands appartements sont toujours restés ouverts à la visite. N'allez pas croire que j'ai occupé la scène depuis 1792. Pendant 100 ans, les régimes se sont succédés au gré de révolutions et de coups d'État. En 1804, Napoléon Bonaparte est proclamé empereur des Français. Il rénove Trianon pour en faire une résidence de loisirs, ce qui permit sa préservation jusqu'à nos jours. En 1830, Louis-Philippe devient roi des Français. Surnommé le roi citoyen, il désire réunir les Français autour de leur histoire commune et inscrire son règne dans le récit national. L'ancien palais royal devient alors le plus grand musée de l'histoire de France, avec près de 10 000 œuvres. Les galeries historiques sont inaugurées le 10 juin 1837. Louis-Philippe y rassemble toutes les peintures, sculptures, dessins et gravures illustrant des événements majeurs. Louis-Philippe fait inscrire sur les frontons des pavillons Dufour et Gabriel « À toutes les gloires de la France », symbolisant la réconciliation des partisans des différents régimes qui se sont succédés à Versailles. Louis-Napoléon Bonaparte lui succède en 1848. Président puis empereur, il est fait prisonnier pendant la guerre franco-prussienne de 1870. Cette défaite provoque des troubles importants en France. Cela aboutit à la proclamation de la Troisième République. Pendant le conflit, le château est fermé au public et la galerie des glaces est alors transformée en hôpital. En janvier 1871, le chancelier Otto von Bismarck fait proclamer l'Empire allemand dans la galerie des glaces. Cet acte représente une revanche de l'Allemagne sur les humiliations des conquêtes de Louis XIV et de Napoléon Ier. Vous me suivez toujours ? En février, une Assemblée nationale est élue à la hâte pour signer la paix avec l'Allemagne. Elle se réunit d'abord à Bordeaux et nomme Adolphe Thiers chef de l'exécutif. Ne pouvant regagner la capitale à cause des agitations de la Commune de Paris, elle s'installe à Versailles. Le château retrouve un rôle symbolique dans un contexte de tension avec l'Allemagne depuis la signature du traité de 1871. Les lois constitutionnelles de 1875 instaurent de façon définitive la Troisième République en France. Elle prévoit le retour au bicamérisme, divisant le Parlement en 2 chambres distinctes, le Sénat et la Chambre des députés. La première siège dans l'Opéra Royal.
Pour accueillir la seconde, Edmond de Joly construit en 1874 et 1875 une nouvelle salle en hémicycle dans l'aile du Midi. Elle offre la possibilité de réunir les deux chambres en Assemblée nationale. C'est la salle du Congrès. 15 élections ou réélections de présidents s'y dérouleront, de 1879 à 1953, date du passage au suffrage universel direct. Entre 1870 et 1940, la Troisième République marque l'enracinement des valeurs républicaines dans la société. C'est le cas de l'école qui devient laïque, gratuite et obligatoire. Le 14 juillet devient la fête nationale et la Marseillaise résonne comme l'hymne officiel. Oh, j'entends la fête qui m'appelle. Je suis à l'honneur. M'avez-vous vu ? À Versailles, l'ancienne salle du jeu de paume devient musée de la Révolution. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate en Europe. Le 28 juin 1919, la signature du traité de paix dans la Galerie des Glaces est une manière de souligner la revanche de la France et des Alliés sur l'Allemagne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le château tombe entre les mains des Allemands. Il sera libéré par les Alliés en 1944. La Ve République est instaurée par la Constitution du 4 octobre 1958. Elle renforce le pouvoir exécutif, attribuant au président des pouvoirs étendus et faisant de lui le garant des institutions, suite à l'échec de la Quatrième République. Au XXIe siècle, le château de Versailles participe toujours au rayonnement de la République, et ce, de 3 façons. La première est législative. Les présidents de la Ve République ont toujours la possibilité de réunir le Congrès à Versailles lors d'assemblées extraordinaires pour les révisions constitutionnelles, les déclarations du président de la République aux parlementaires et l'adhésion d'un État à l'Union européenne. La deuxième façon est diplomatique. Versailles est en effet un haut lieu de réception officielle. Les ors de Versailles ne cessent d'émerveiller les chefs d'État du monde entier. À l'initiative du premier président de la Ve République, le général de Gaulle, Versailles redevient une résidence, cette fois présidentielle. À cet effet, une aile du Grand Trianon, appelée Trianon-sous-Bois, est aménagée sous l'égide d'André Malraux, ministre des Affaires culturelles. Le général y prend ses quartiers et invite ceux qu'il souhaite distinguer. Aujourd'hui, la résidence présidentielle se concentre au pavillon de la Lanterne. La troisième façon est économique. Le château de Versailles se distingue comme l'un des joyaux culturels français, tout en étant une destination touristique de premier plan. Avec ses 660 hectares, ses 3000 pièces et ses 84 000 œuvres d'art, dont je fais partie, on s'y perdrait presque. Chaque année, plus de 8 millions de visiteurs français et étrangers franchissent ses portes. Cet emblème national n'est pas seulement un lieu de contemplation artistique, mais aussi le théâtre d'événements d'envergure, comme les épreuves d'équitation des Jeux Olympiques 2024. J'espère avoir réussi à mettre en lumière le lien entre le château de Versailles et son importance pour la République. Je vous dis à bientôt, à Versailles ou ailleurs.